Bonjour, bon réveil en ce vendredi matin, le 7-9 commence. Sur Média TV au programme 2 heures d'information continue, l'économie, la revue de presse, mais tout de suite le journal, voici les titres. Au Maroc, le roi Mohamed VI entend conforter le leadership du royaume sur le marché mondial des phosphates. Hier, il a inauguré la station terminale du Slurry Pipeline à Jorf Lasfar. Elle va permettre d'augmenter considérablement la production du site de Rouribga. L'OCP se dote également d'une nouvelle usine d'acide phosphorique et d'un centre de compétences. La Turquie revoit sa position et se décide à faire partie de la coalition internationale qui lutte contre l'État islamique. Le Parlement a approuvé hier le dispositif permettant au gouvernement d'intervenir militairement en Syrie et en Irak. Les troupes étrangères sont désormais autorisées à stationner sur le sol turc. Près de 2 millions de pèlerins venus des 4 coins du monde ont officiellement commencé hier le rituel du Hajj, plus grand pèlerinage annuel de la planète. Cette année, le Hajj est entouré de strictes mesures de sécurité, mesures sanitaires et sécuritaires. On commence donc ce journal au Maroc avec ces nouveaux projets de l'OCP, l'Office chérifien des phosphates. Hier, le roi Mohamed VI a inauguré la station terminale du Slurry Pipeline reliant Rouribga à Jorf Lasfar, une véritable innovation technologique qui va révolutionner le transport des phosphates et donc permettre d'abaisser le coût d'extraction. Il a nécessité un investissement de 4,5 milliards de dirhams. Les précisions d'Amina Benralek. 3 nouvelles infrastructures pour un seul objectif, confirmer le leadership marocain sur le marché des phosphates. Le roi Mohamed VI a inauguré une nouvelle usine de production d'acide phosphorique. L'usine est réalisée par l'OCP. Elle va faire augmenter la capacité de production d'acide. Cela signifie une nette amélioration des rendements. L'usine aura une capacité annuelle de 450 000 tonnes d'acide phosphorique. Elle a tout ce qu'il faut, comme des unités d'épaississement, des digesteurs et un réservoir de stockage de la pulpe. Le souverain a aussi inauguré le Slurry Pipeline, un système qui va révolutionner le transport des phosphates entre le site minier de Rouribga et le site industriel de Jorf Lasfar, mais aussi transformer en profondeur la chaîne de valeur industrielle de l'OCP. 38 millions de tonnes de phosphates seront ainsi acheminées vers les unités de valorisation. Ce procédé va permettre d'économiser près de 3 millions de mètres cubes d'eau annuellement suite à la conservation de l'humidité naturelle de la roche. Le Slurry Pipeline va aussi réduire les émissions de CO2 et faire économiser 160 000 tonnes de fuel par an. Le centre de compétences industrielles à Jorf Lasfar va former les collaborateurs et les nouvelles recrues de l'OCP. Les sous-traitants et les industriels du complexe auront aussi droit à cette formation. Une formation à la mécanique, l'électrotechnique et les procédés phosphoriques. Ce centre est l'un des 5 établissements de l'OCP dédiés à l'apprentissage pour le développement industriel du groupe. À 2 jours de l'Aïd, la question de la gestion des déchets se pose dans les grandes villes. 2 sociétés en charge du secteur ont décidé d'intensifier leur campagne de sensibilisation à Casablanca. Dans la capitale économique du royaume, 3000 tonnes de déchets sont collectées chaque jour. Reportage Issam El-Abari, récit Amina Benralek. Des jeunes en pleine campagne. Leur travail n'est pas seulement de distribuer des tracts, mais aussi d'expliquer ce qu'est un comportement responsable pendant l'Aïd, période où la gestion des déchets devient presque impossible à Casablanca. Le jour de l'Aïd, il y a généralement 30 à 40% de déchets en plus à Casablanca. C'est énorme. Nous demandons aux gens de nous aider à gérer tout cela pour faciliter le travail de nos agents de propreté. Faciliter le travail, c'est aussi investir dans de nouveaux moyens. Il y a quelques semaines, les 2 gestionnaires de déchets à Casablanca ont importé un matériel dernier cri, comme ce conteneur qu'on retrouve à chaque coin de rue, 3 fois plus grand que cet ancien modèle. Il y a aussi des centaines de nouveaux camions plus respectueux de l'environnement qui arpentent les rues de la métropole. Nous sommes prêts pour Eid al-Adha. Nous nous sommes dotés de plus de moyens pour travailler pendant cette période. Il faudra se focaliser sur certaines zones, à côté des mosquées par exemple. Mais à peine installés, les nouveaux conteneurs débordent déjà de déchets dans plusieurs quartiers de Casablanca.
Pas sûr que cette image change pendant les jours de l'Aïd, malgré tous les efforts de sensibilisation. On parle maintenant tourisme. Le Maroc talonne désormais l'Afrique du Sud au rang de première destination touristique africaine. Le secteur se porte bien, même si la France a placé le royaume dans le rouge après l'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie. Le ministre marocain du tourisme, Lahsen Haddad, a saisi l'occasion de la 11e édition des Assises du tourisme pour rassurer les touristes étrangers. Manal El-Ardari. Le Maroc est un pays de paix et de tolérance, ce sont les mots du ministre du Tourisme, Lahsen Haddad. Il a ainsi rassuré les citoyens et les visiteurs du royaume au moment où des pays appellent à la prudence face à un contexte géopolitique tendu. Le Maroc est un pays stable, en plein développement, un pays de réconciliation. Donc nous condamnons tous les crimes terroristes commis dans le monde. Cela n'a rien à voir avec nous et n'a rien à voir avec l'islam. Nous le condamnons fermement. Les investisseurs touristiques montrent un intérêt massif et grandissant au Maroc. 59 milliards de dirhams d'investissements étrangers sont aujourd'hui engagés. C'est le résultat d'une stratégie nationale ambitieuse et d'un grand travail réalisé durant les 2 dernières années. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des investisseurs étrangers venir investir au Maroc, et notamment nos amis du pays du Golfe, puisqu'il y a eu mise en place de plusieurs fonds d'investissement qui permettront de faire avancer l'investissement dans le secteur du tourisme. Et heureusement, nos amis croient en nous et croient en le Maroc. Le Maroc reste une destination et une terre d'accueil de l'investissement touristique. Dans 5 ans, le Maroc devrait accueillir 20 millions de touristes. Il fera ainsi partie des 20 plus grandes destinations mondiales. Le Royaume entend s'imposer comme référence pour les pays de la Méditerranée en matière de développement durable. C'est à quoi s'engage le Maroc dans la vision 2020. En Algérie voisine, l'enquête se poursuit pour trouver les assassins d'Hervé Gourdel, l'otage français décapité. La justice a décidé de lancer des poursuites contre 15 personnes actuellement en fuite. Toutes sont de nationalité algérienne. Elles sont poursuivies pour création d'un groupe armé terroriste, prise d'otages et assassinat avec préméditation. Parmi elles, Abdelmalek Gouri dit Khaled Abou Souleymane, 37 ans, chef du groupe Les Soldats du Califat, qui a revendiqué l'assassinat du guide de haute montagne. On reste au Maghreb, mais en Libye, la ville de Benghazi est secouée par de nouvelles violences. Hier, 3 attentats aux voitures piégées ont eu lieu près de l'aéroport. Des attaques suivies par des combats entre l'armée et les milices islamistes. Bilan, 36 soldats tués. Depuis le début du mois de septembre, les insurgés tentent de prendre le contrôle de l'aéroport de Benghazi. Des combats également en Syrie autour de la ville de Kobané à la frontière avec la Turquie. Alors que les djihadistes de l'État islamique sont aux portes de la ville kurde, les habitants fuient en masse. 90% d'entre eux seraient partis. Les combattants kurdes se disent déterminés à mener des batailles de rue pour défendre Kobané, même s'ils sont moins nombreux et moins équipés que les djihadistes. La chute de Kobané permettrait à Daesh de contrôler sans discontinuité une longue bande frontalière de la Turquie. La Turquie qui s'est décidée hier à intervenir militairement contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Le Parlement a donné son feu vert hier, approuvant à une large majorité la résolution du gouvernement. 298 voix pour, 98 contre. Ankara est prêt à rejoindre la coalition et autorise également le stationnement sur son sol de troupes étrangères. Un renfort de poids pour la coalition puisque la Turquie est le seul État à envoyer des troupes au sol. Je vous en parlais en titre, le pèlerinage a débuté hier à la Mecque, sans problème majeur. Près de 2 millions de fidèles de plus de 160 nationalités différentes sont réunis pour participer au plus grand rassemblement annuel musulman au monde. Un défi sécuritaire, logistique et sanitaire pour les autorités saoudiennes. Manal El-Ardari. Près de 2 millions de pèlerins accompliront aujourd'hui le plus important pilier du Hajj. Ils vont se rassembler sur la station de Arafat pour invoquer, glorifier et prier Dieu. Cette année, le jour de Arafat coïncide avec un vendredi, comme c'était le cas l'année où le prophète Mohammed a effectué son pèlerinage d'adieu. Les musulmans du monde saisissent ce moment spirituel pour adresser à Dieu leur invocation.
Je prie pour mon pays, la Libye. J'espère que la paix sera rétablie et que le bain de sang prendra fin bientôt. Cette année, l'Arabie saoudite a mis en place des mesures sanitaires supplémentaires. Pour cause, Ebola et coronavirus qui a déjà provoqué la mort de plus de 300 personnes au royaume. Le pays a mobilisé quelques 8500 agents pour encadrer les rassemblements. Pour sa part, le ministère saoudien de la Santé a conseillé aux pèlerins des gestes simples, se laver les mains et porter un masque. J'ai pris les mesures nécessaires pour me protéger du virus Ebola qui fait des ravages en Afrique de l'Ouest. Je crains de contracter la maladie. Les autorités saoudiennes ont également renforcé la sécurité car le royaume s'est engagé la semaine dernière aux côtés de Washington dans la guerre contre l'État islamique en Syrie. Le Hajj de cette année est sous haute surveillance. Retour au Maroc pour terminer ce journal qui a le vent en poupe chez les producteurs de cinéma. Depuis le début de l'année, le CNC, le Centre cinématographique marocain, a noté une hausse spectaculaire de la production cinématographique étrangère. Plus 400% de montant investi par rapport à l'an dernier. Depuis le mois de janvier, le Royaume a accueilli 32 productions étrangères, dont 8 américaines, 8 françaises et 7 anglaises. Parmi elles, un film avec Tom Hanks ou encore une partie du tournage de Mission Impossible 5 avec Tom Cruise. Voilà pour le journal. Je vous propose maintenant de prendre la direction des États-Unis. En direct de New York, nous retrouvons ce matin notre correspondant Frédéric Autran. Frédéric, bonjour. Alors Frédéric, le virus Ebola fait la une de tous les médias chez vous. L'inquiétude grandit à Dallas, au Texas, où le premier cas de contamination a été en dehors du continent africain a été détecté. Oui, un homme de 42 ans qui est arrivé du Libéria il y a 2 semaines et qui est hospitalisé dans un état grave. Le problème, c'est qu'il est resté plus de 10 jours dans la nature, si l'on peut dire, et que pendant cette période, il a pu contaminer d'autres personnes. D'après les autorités texanes, plus de 100 personnes, dont plusieurs enfants, sont entrés en contact plus ou moins direct avec lui. Ils sont sous surveillance étroite aujourd'hui. Une femme et 3 enfants qui vivaient avec le malade ont été placés en quarantaine dans leur appartement. Les autres vont avoir des examens médicaux réguliers 2 fois par jour, disent les autorités, pour détecter d'éventuels symptômes. Car il faut le rappeler, Alison, le délai d'incubation peut aller jusqu'à 21 jours. Du côté des autorités, on appelle à ne pas céder à la panique. On rappelle que la situation est sous contrôle, mais dans le quartier où vivait ce malade, une certaine psychose s'est installée. Un exemple, le taux de fréquentation dans les écoles a baissé. Pourquoi ? Parce que certains enfants qui ont été placés sous surveillance étaient scolarisés dans ces écoles. Alors Frédéric, vous nous le disiez, les autorités américaines tentent de rassurer la population, mais ça ne marche pas forcément, d'autant que ce premier cas de contamination n'a pas vraiment été géré de manière idéale. Oui, il y a eu d'abord une grosse erreur de diagnostic, puisque ce malade s'est rendu une première fois à l'hôpital le 26 septembre avec déjà des premiers symptômes. Les proches qui l'accompagnaient ont signalé à plusieurs reprises aux infirmières qu'il rentrait du Libéria, mais manifestement le personnel soignant n'a pas fait le rapprochement avec Ebola et le malade a donc été renvoyé chez lui. Ce n'est que 2 jours plus tard, lors d'une deuxième visite en urgence à l'hôpital, qu'il a été diagnostiqué. Et puis l'autre élément qui ne rassure pas vraiment, c'est le fait que hier soir encore, l'appartement du malade, où ses 4 proches, je vous le disais, sont en quarantaine, cet appartement n'avait toujours pas été désinfecté, en particulier les draps, les serviettes de toilette utilisées par cet homme. L'explication, selon les autorités, c'est qu'aucune entreprise privée n'a voulu venir s'occuper de ce nettoyage. Explication un peu légère pour les médias américains qui se demandent comment une ville comme Dallas, qui compte plus d'1 million d'habitants, ne dispose pas d'une équipe spécialisée capable de mener à bien ce genre de désinfection. On change de sujet pour terminer. Frédéric, vous nous parlez de la visite hier à Washington du ministre français de la Défense. Il est venu parler notamment du Sahel et de la lutte contre l'État islamique. Oui, et les 2 ministres de la Défense se sont félicités de la coopération des 2 pays dans la lutte contre l'État islamique. D'après le secrétaire américain Chuck Hagel, le sujet d'une éventuelle participation française à des frappes en Syrie et pas seulement en Irak a été soulevé.
Mais son homologue français Jean-Yves Le Drian n'a fait aucun commentaire sur le sujet. On sait pour le moment Paris exclut de frapper aussi en Syrie. Et puis vous le disiez, là a également été question du Sahel au cours de cette rencontre. Pourquoi? Eh bien parce que les États-Unis, depuis le lancement de l'opération française au Mali en 2013, soutiennent l'armée française en fournissant des drones, des avions de transport, des avions de ravitaillement. Eh bien, cette aide va se poursuivre. C'est ce qu'a annoncé hier le Pentagone, mais un changement de taille. Paris va désormais devoir rembourser Washington pour les frais engagés. Il faut dire que les États-Unis, eh bien, Alison, sont engagés dans cette coûteuse opération de frappe aérienne en Irak et en Syrie. Merci Frédéric, on vous retrouve la semaine prochaine sur Média TV. Tout de suite, je vous propose d'aller voir ce qui fait les gros titres de vos journaux ce matin avec la revue de presse de Taoufik Nasseri. Regardez.